C'est l'heure de la rentrée pour le GT World Challenge Europe avec la manche Endurance Cup qui se déroule ce week-end au Nürburgring et nous avons pour invité Laurent Gaudin, manager des CrowdStrike 24 heures de Spa et qui nous fait le plaisir d'être de retour dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, un numéro où nous allons évoquer plusieurs sujets avec Laurent Gaudin puisque vous avez été nombreux après le premier numéro où il est intervenu en marge des 24 heures de Spa à nous poser quelques questions et que certains sujets donc soient abordés. Ce sera donc le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Et pour donc ce nouveau numéro de notre podcast, nous sommes avec Laurent Gaudin, évidemment, comme je dis dans l'introduction, et Laurent Mercier, qui sont tous deux au Nürburgring. Messieurs, bonjour. Laurent Mercier, je vais commencer par toi. Donc on accueille Laurent Gaudin pour ce numéro, et comme je le disais en introduction, les auditeurs de notre podcast ont souhaité que d'autres sujets hors 24 heures de Spa soient abordés, puisqu'on a eu pas mal de messages à ce propos. Laurent Gaudin, donc, qui pourra aborder plusieurs thèmes. Laurent, on a fait une petite sélection, on va dire, de sujets globaux autour du championnat et autour du GT3, et je te laisse commencer ces petites interros de rentrée. Ouais, bonjour messieurs. Le premier podcast a bien fonctionné, donc on s'est dit qu'on allait en faire un deuxième avec différentes questions abordées avec Laurent. On va pas se mentir, il y a forcément un sujet que les lecteurs d'Endurance Info sont, je sais pas si on peut dire friands, mais un sujet qui fait débat, c'est toujours la balance de performance. SRO est connu quand même pour avoir une balance de performance qui est suffisamment correcte et parce que c'est un peu vous qui avez le plus d'expérience sur le sujet. Alors, c'est bien que tu en parles parce qu'il faut signaler à tout le monde que SRO assure la balance de performance du GT3, GT4 et GT2. Et puisqu'on parle plus en avant du GT3, on assure la balance de performance du GT World Europe, du GT World USA, du GT World Asie, du GT World Australie, du DTM et du Super GT japonais. Donc, la majorité des championnats GT3, on parle pas des championnats CO qui sont gérés différemment parce que les voitures sont équipées de couplemètres, de torque sensor, ce qui sera aussi le cas, je crois, à Macao pour la Coupe du Monde FIA GT, et ce qui n'est pas le cas chez vous. Non, on a choisi une autre piste. Il y a des pistes de technologies différentes. C'est pas pour ça que ça ne marche pas. Bien au contraire, je pense que, comme tu l'as signalé, l'expérience des SRO dans ce domaine et du bopper premier Claude Surmont est reconnu all over the world. Il y a quand même une question que les gens se posent et que nous aussi on peut se poser, c'est que plus le temps passe, plus vous avez des données, plus vous avez une connaissance, on va dire, quasi parfaite de la BOP. Mais par contre, ce qui n'était pas le cas avant, maintenant les BOP changent en plein meeting. C'est le cas en DTM, c'est le cas en GT World Challenge Europe, avec 3-4 changements de BOP durant le meeting. Ce qui est peut-être... Oui. Alors que les écarts sont déjà très serrés, même sans les changements de BOP. Ce qui est un peu difficile à comprendre pour les gens de l'extérieur. Oui, c'est bien que tu en parles, Laurent, parce qu'en fait, tout le monde pense que la BOP, ça se fait au début du meeting, puis après, ça ne bouge pas. Pourquoi est-ce que la recherche de l'excellence, la recherche de la meilleure BOP, la recherche de la meilleure performance, de la meilleure équité, elle n'a pas le droit de se citer pendant le meeting. Pendant le meeting, les conditions techniques des voitures évoluent. La température piste. Alors, je vais donner quelques datas de base. Il n'y a pas que celle-là, mais de base. Pendant un meeting, eh bien, la pression atmosphérique peut changer et elle influence sur la performance. Pendant un meeting, la température de la piste peut changer et ça influence sur la performance. La météo peut changer, la température extérieure change et ça influence sur la performance. Ça, c'est que pour les 3 premiers facteurs. Il y en a d'autres, évidemment. Et voilà pourquoi la BOP, elle change tout le temps. C'est pas, comme j'ai entendu dire parfois sur les réseaux sociaux, un problème, c'est une volonté non seulement du promoteur, que ce soit SRO ou la CO ou d'autres, mais aussi celle des constructeurs, des équipes et des pilotes. Oui, ça bouge tout le temps pour aller tout le temps vers le meilleur. Mais là, on se rend compte que les écarts, ça, ce serait valable. Je pense que les gens comprendraient si les écarts étaient assez importants, mais on se rend compte quand même que les écarts n'ont jamais été aussi réduits, mais malgré ces écarts réduits, on change quand même la BOP durant les meetings et on a un peu l'impression que maintenant, celui qui fait la pole, on le voit en DTM, celui qui fait la pole, dans la foulée, il est pénalisé. Alors, est-ce que ça incite pas les gens, les constructeurs d'ailleurs, à cacher leur jeu finalement?
le sandbagging, ça existe depuis un bon moment. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Oui, il y a un jeu de rôle. Oui, il y a une présentation des choses. Il y a une influence. Il y a un being. Il y a un travail avec des justifications, avec des data, beaucoup de data qui tombent et qui fait que la BOP, elle est autonome. Elle dépend du service technique des SRO, mais derrière, tant en SRO qu'en DTM, il y a un comité de BOP qui peut exiger, et c'est ce qui s'est passé si tu me parles récemment du DTM qui a changé en cours de route, c'est le comité DTM qui a exigé encore mieux. C'est toujours mieux. Aujourd'hui, la notion de BOP avant, je m'excuse, ça va être un petit peu, ça va vous secouer un petit peu. Avant, on disait, ils sont 35 dans la même seconde, c'est formidable, la BOP est parfait. C'est fini ça. La barre, elle est plus haute. Maintenant, c'est un dixième. Donc, tant que c'est pas extrêmement proche, eh ben, on continue à travailler sur la BOP. Et la BOP, comme je l'ai dit, elle évolue dans le meeting. Elle peut évoluer en fonction des équipes, des réglages, des pressions automatiques, des pneumatiques, des températures, du grip, des équipes, des pilotes. Hein. Je m'excuse, il y a encore un mec entre le volant et le baquet. Hein. Et justement, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une, je sais pas, une balance, même une balance de pilote? Est-ce que je te prends l'exemple, cette année, il n'y a pas d'Audi en pro. Est-ce que si tu fais rouler une Audi en pro avec 3 très bons pilotes, est-ce que là, on va pas balancer l'Audi différemment que là, on a des Audi en silver ou en gold? Il est évident qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que la définition de la BOP, c'est ce que la voiture peut donner de meilleur. C'est de la théorie. Aujourd'hui, les Claude Surmont travaillent sur des programmes avec l'AI qui définit que la voiture peut faire ça dans telles conditions. Et le jeu, c'est de vérifier les conditions, de vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est. Donc, oui, si la voiture, elle peut faire ça. Théoriquement, elle est capable de faire une 12 ici. C'est aux équipes d'assumer c'est une 12. Donc, c'est pas vraiment en liaison avec le pilote, c'est une 12. Et est-ce que toi aussi, tu peux aussi confirmer qu'au final, la BOP, c'est le meilleur moyen quand l'équipe n'a pas fait un bon travail et de se retrancher derrière la BOP et de dire, c'est normal qu'on gagne pas, on n'a pas une bonne BOP. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu aussi là-dessus? C'est Churchill qui disait la démocratie est la moins mauvaise des solutions. C'est pareil, la BOP, c'est la moins mauvaise des solutions. Aujourd'hui, la BOP permet, quel que soit le dev technique, le travail de l'équipe, la qualité du pilote, d'avoir une chance égale pour tout le monde. Et c'est ce que on dit, vous pénalisez ceux qui travaillent. Mais mes amis, c'est ce que demandent les partenaires, les constructeurs, les teams et les pilotes. Ce qu'on fait là, c'est la demande du marché. C'est comme ça marche comme ça. Si aujourd'hui on devait revenir à quelque chose qui n'est pas de BOP, on aurait 2 équipes devant, pas les autres, et celles qui ont le plus grand budget pour développer librement la voiture. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire des courses spectaculaires, c'est de faire des dépassements, c'est de faire des courses qui attirent l'œil. Et ça, c'est la BOP qui fait ça. Mais pas de BOP, pas de spectacle. Et réduction du nombre de voitures sur les grilles et de pilotes parce qu'ils n'ont plus de chance de gagner, parce que c'est un ensemble de paramètres qui fait qu'avec cette BOP, tout le monde peut gagner. Est-ce que le reproche, c'est pas que cette BOP, elle est un peu opaque? C'est que personne n'en parle vraiment. Là, on en parle dans un podcast, mais c'est que c'est pas. En fait, tu vois, c'est difficile de parler de BOP d'une façon même positive, parce que personne ne veut en parler finalement. Même si chez vous, on peut en parler, les acteurs ont le droit d'en parler. Mais qu'est-ce que tu veux parler de BOP? Excusez-moi, je vais être un peu méchant. C'est-à-dire, qui sait quel niveau pour comprendre ce que Claude Surmont fait aujourd'hui? Non, mais d'expliquer pourquoi on rajoute. Qu'est-ce qu'il y a de niveau pour analyser l'impact de la pression atmosphérique, de la température, du grip, de la pression air, de la théorie, etc., de la route de course. La route de course influence la BOP. Bah oui, parce que la BOP, elle est faite pour une route, pour le circuit. Si le circuit est différent parce que la route de course est différente, ça change tout. Donc, combien d'entre nous ont les compétences pour surveiller ça et faire ça? Nous, non, c'est sûr. Mais C'est-à-dire, tu parlais de physique avec un physicien. Moi, j'y connais rien et j'ai même pas envie de lui parler. non, mais est-ce que tout le monde fait suffisamment d'efforts pour justement essayer de démocratiser cette BOP pour la rendre un petit peu plus compréhensible par tout le monde? Il n'y a pas besoin d'être compris par tout le monde. C'est un principe de base.
Aujourd'hui, les équipes n'ont pas envie de donner leur data de fonctionnement. C'est pas public, c'est un travail. Je veux dire, il y a pas mal de données. Les constructeurs n'ont pas forcément envie de donner leur data parce que c'est une compétition. Il y a un moment donné, dans la compétition, il y a marqué compétition, il y a marqué confrontation entre plusieurs personnes. Tu donnes pas tes data, donc c'est pas libre. C'est comme ça. Rappelez-vous, sur certaines caméras embarquées, il y a un flou sur le dashboard. C'est pas public, c'est une compétition, c'est pas public. Est-ce que Laurent aussi, il y a aussi une certaine pression, on peut l'appeler comme ça, de la part des constructeurs au moment où les BOP sortent? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Bien sûr qu'il y a une pression de tout le monde, parce qu'on revient au point de départ, c'est une compétition. La seule place intéressante dans une compétition, c'est laquelle, d'après vous? Ça gagne. Ben voilà. Et il n'y a qu'un vainqueur. Et oui, il y en a qu'un. Et celui qui ne gagne pas, évidemment, n'est pas content. Ben voilà. Donc à la fin du meeting, de tous les meetings, tu as un content content qu'il a gagné, et tu as 9 autres qui disent, mais ça va pas. Aujourd'hui, la discussion du constructeur, du team, de l'équipe autour de la BOP et autour du sportif, de ce que vous voulez, oui, ça fait partie de la compétition, bien sûr. Le fait de vouloir gagner, c'est mettre la pression sur tout ce qui tourne autour de vous. C'est comme ça, pas seulement de la BOP d'ailleurs. Et on a vu, Laurent, aussi que vous avez implémenté une petite modification en préqualification cette année. C'est aussi en partie pour ça, pour être avoir adapté au mieux cette balance de performance. Là encore, Laurent Mercier me disait tout à l'heure, il disait pourquoi vous changez la BOP en cours de route parce que tout le monde est dans la même seconde. Et c'est super. Non, là encore, dans le timing, on a encore, au début, rappelez-vous, il y a encore 3-4 ans, on tirait des conclusions sur la BOP après la qualif. Voilà, maintenant, c'est après les pet tests. Je veux dire, c'est le mercredi, c'est après le premier roulage du mercredi, qui est un pet test, donc quelque chose qui est somme toute, normalement, une reconnaissance, une mise en entraînement spécifique, c'est déjà la BOP. Donc, la BOP, c'est dès le mercredi, c'est plus les qualifs, c'est plus les pré-qualifs, c'est plus les libres, c'est le pet test du mercredi, du jeudi. Pourquoi on a modifié le format de pré-qualif? Parce qu'on est déjà dans la course. Voilà, on est déjà dans la compétition. Et vous sentez une amélioration depuis que vous avez créé ce comité, on va dire, entre guillemets, BOP? Est-ce que les discussions sont un peu plus ouvertes entre les différents acteurs? Toujours ouverte. Je veux dire, les constructeurs participent à la BOP et ils sont informés de ce qui va se passer avant et même pendant. Le comité est là, il peut demander aux BOPers de rectifier le tir. C'est un point, c'est une discussion permanente. Permanente, c'est pour ça que la BOP évolue en fonction des discussions. Mais c'est normal, une fois encore, ne vous offusquez pas que la BOP puisse évoluer dans le meeting, ça fait partie du règle dictée avant et connue de tous et acceptée de tous. Ouais, c'est juste que pour tout le monde, c'est nouveau. C'est ça, en Oui. fait, le truc, c'est que c'est nouveau parce qu'on n'avait pas cette habitude-là jusqu'à présent. Oui, mais là encore, la perception de cette intervention sur la BOP pendant le meeting est perçue comme négative. Ah, vous changez parce que vous voulez faire gagner Pierre, Paul, Jacques et Jean. Non, la BOP, elle évolue tout le temps. La BOP, elle va vers l'excellence tout le temps. Et tant que c'est pas excellent, eh ben ça change. Faut voir les bécanes tourner le soir. Hein. C'est pas, faut voir les acquis de données. Hein. C'est pas. Je veux dire aujourd'hui, un type comme Claude Surmont sur un week-end comme celui-là, il dort pas. Parce que quand il a fini le Nürburgring, il passe au Japon, le Japon, il passe aux USA, l'Australie, ça tourne tout le temps, hein, les machines. Hein. Il y a un autre sujet, Laurent, qui a été un petit peu évoqué par nos auditeurs, c'est tout ce qui concerne l'organisation en général d'une course, et notamment les locations des circuits et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est devenu compliqué aujourd'hui, que ce soit au niveau tarif, j'imagine que les prix ont augmenté, mais est-ce que l'ensemble de l'organisation d'un meeting est devenu plus compliqué qu'il y a 3, 4, 5, 6 ans? Avant Covid, par exemple. Avant Covid, ce qui peut être un bon comparatif. Ça ne s'arrange pas, si c'est votre question. Ça ne s'arrange pas au niveau tarifaire. Mais est-ce que vous trouvez quelque chose dans votre vie qui diminue en tarif? Non. Non. La réponse est non. Alors, le coût du travail augmente, le coût de la sécurité augmente, le coût des prestations augmente, le coût des énergies augmente, et donc le coût de location des circuits augmente. Oui, je vous le confirme. Il y a des pays qui sont plus encore impactés que d'autres dans cette augmentation tarifaire. L'augmentation des coûts d'organisation après le Covid, c'est entre 15 et 30%. Et à partir d'un certain chiffre, 30%, vous les sentez bien passer.
Et en plus, je pense qu'il y a certains circuits, dont ici le Nürburgring, où c'est encore plus compliqué. On le voit à l'extérieur avec des règles qui sont, je crois, édictées en fonction des landes, en fonction des régions. Ouais. Et ça semble être un peu un casse-tête. Enfin, il suffit d'aller voir travailler les équipes, notamment GT4, où il faut mettre des planches pour rentrer les voitures, les sortir, que les équipes peuvent emmener tout ce qui est le vol comme structure, sauf ici. Oui. Et on a un peu l'impression quand même que ça rajoute un peu de complexité à l'organisation d'un meeting. C'est pas une impression. C'est pas une impression. Rouler au Nürburgring, c'est des charges complémentaires qu'on ne retrouve nulle part en Europe et même en Allemagne, pour être très clair. Qu'il faut accepter. Si vous voulez rouler au Nürburgring, il faut accepter les conditions du fonctionnement. Et oui, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Et oui, pour les équipes, c'est une contrainte supplémentaire. Il faut avoir, par exemple, une structure tant réceptive que technique homologuée par le TÜV en allemand. Alors, si chez les Allemands, c'est une pratique courante désormais, peut-être, mais chez les équipes qui font l'Europe, non, c'est pas forcément homologué par le TÜV. Voilà. Ce qui est possible ailleurs n'est pas forcément possible ici. Oui, il y a des contraintes, absolument. C'est peut-être aussi pour ça que les séries qui roulent ici sont principalement des séries allemandes. Ah, ça c'est vous qui le dites, moi je ne suis pas au courant. Mais si effectivement j'étais le directeur du circuit Nürburgring, je me demanderais pourquoi les séries internationales, que sont celles de la CO, celles de l'OpenGT ou du Creventic ou d'autres, ne viennent pas chez moi. Oui, je me poserais peut-être la question. Mais enfin, maintenant, est-ce que le circuit a toutes les clés? Pas sûr non plus, comme tu l'as Ouais, dit. peut-être pas non. Non, c'est compliqué. Oui, venir au Nürburgring, c'est compliqué. Mais c'est compliqué d'aller à Brandsatch pour les équipes, par exemple, parce Tu fais des que c'est plus carnets. l'Europe. Donc, les carnets ATA, il faut passer des heures en douane. C'est pas, voilà, il y a ce qu'on appelle le health and safety, c'est-à-dire que les conditions de travail sont différentes. Quand vous voyez arriver, alors c'est drôle parce que j'en dis, ils sont tous en orange fluo, les Anglais. Oui, mais c'est la norme. Quand tu travailles en Angleterre, tu dois t'attacher au camion quand tu montes dessus, tout le monde doit être en fluo. Les réglementations du travail s'accumulent dans tous les pays et tous les pays ont des spécificités. Donc c'est peut-être plus facile dans certains pays que d'autres, mais ça va pas en s'arrangeant. Et est-ce que si l'autre sujet aussi qui fait un peu causer dans les différents paddocks, c'est l'organisation des meetings, c'est-à-dire le timing. Est-ce que ça aussi, c'est d'arriver à remplir un peu, de mettre tout le monde dans les cases en fonction des séries? Si on prend le cas ici, tu vois, il y a que le Bronze Test qui roule le vendredi. Les gens roulaient en essai privé, mais aujourd'hui, ils roulent pas. Ils sont arrivés tôt dans la semaine. Ça fait beaucoup de frais. Est-ce que ça aussi, c'est compliqué au final de contenter tout le monde? Alors ça, c'est drôle que tu dises ça parce que je l'ai traité en discussion avec une équipe des pilotes hier en GT4 qui me disait pourquoi est-ce qu'on arrive si tôt à Spa et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le mercredi? Parce que dans les timings, comme vous le dites, on ne fait pas ce qu'on veut et que vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons un sport passionnant, certes, mais bruyant. Et donc, les normes de bruit, ça s'arrange nulle part. J'ai bien dit nulle part. Et que de ce fait-là, on doit respecter des normes sonores avec, par exemple, des contraintes le matin, des contraintes le soir. Et quand je dis des contraintes, c'est pas rouler, c'est carrément pas mettre les moteurs pour certains circuits. C'est avoir des pauses de déjeuner, c'est finir à 18 heures ou 19 heures quand tu payes très cher une dérogation et qui ne sont pas toutes disponibles. Un circuit comme Spa, par exemple, ils ont un nombre de dérogations sonores spécifiques. Ils ont droit à 6, 8 par an, je ne me souviens pas. Et si tu n'as pas de dérogation, tu n'as pas réussi à l'acheter, tu ne l'as pas et tu roules pas. Donc oui, c'est compliqué et le timing s'en ressent parce qu'il faut rentrer tout le monde dans un timing qui, de plus en plus, s'étiole et fait que on a vu des championnats récemment dans certains pays finir au drapeau rouge à 18 heures parce que c'est la loi. Oui, il n'y a aucune Donc oui, uniformité entre les pays. Là aussi. globalement, j'en connais peu qui ne disent pas allez-y, roulez, tout va bien. Après, tu as des tolérances parce que les normes de bruit sont différentes entre les track days. Là aussi, contre les gens qui ne mettent pas. Un track day, c'est 103 dB maximum, donc ça passe. Nous, on n'est pas à 103, on est à 105 dB. C'est plus compliqué. Donc, nous, déjà, par exemple, on a décidé de descendre. C'est un peu dommage pour le spectacle, mais c'est comme ça. On a décidé de descendre les normes de sonores de GT4. Elles font moins de bruit qu'avant. Parce que ça passe plus. Ça passe plus.
Alors, un track day, c'est les jours de course, les jours de course avec bruit et sans bruit, il y a des dérogations horaires, possibles ou pas, en fin de journée, payantes. Oui, c'est un compliqué à suivre, oui. Et c'est pas pareil dans tous les pays, oui. Et ça aussi, ça a Après, évolué ces dernières années. oui, vers la baisse, vers la restriction. Je connais des séries où on a eu ça par le passé, on ne l'a plus maintenant parce que nos normes sont différentes, mais tu peux avoir, rappelez-vous, il y a notamment chez les voitures anciennes, des voitures qui sont arrêtées au rouge parce qu'elles sont trop sonores et qu'il faut passer un échappement silencieux. Les Porsche Cup ont des mufflers et en fonction du circuit, ils changent de son. Les Lamborghini Sport Trophy aussi. Alors là encore, si votre question c'est est-ce que ça augmente les coûts, ben oui, évidemment. Ce qu'on fait n'est pas facile et le promoteur n'a pas une vie facile avec toutes les contraintes administratives, sécuritaires qui augmentent, le son, les coûts. Non, non, c'est chaud, hein. Un autre sujet, Laurent, qu'on va aborder dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info, ce sont les nombreuses, parfois, pénalités qui sont données après l'arrivée. On a vu que ça peut être en augmentation au fil des années. Comment on explique ça quand on est un promoteur? Est-ce que c'est les contrôles qui sont plus poussés? Je parle par exemple des limites de la piste, évidemment, un sujet bien connu, avec des contrôles très poussés, des contrôles techniques qui sont plus poussés. C'est un peu ces éléments qui font qu'on a de plus en plus de pénalités. Aussi l'augmentation du nombre de voitures aussi. Est-ce que c'est tout ça qui fait qu'on voit de plus en plus de notice boards se remplir au fur et à mesure que le drapeau à damier est passé? C'est une vaste question et j'ai plein de réponses pour vous. Je vais commencer par une devinette. Lors de la séance de roulage de GT3 hier, qui a duré 3 heures, il me semble, combien de track limits ont été observés? Je vais vous Ça aider. compte en centaines, non? Je vais vous aider. 1078. Et c'est le GT3. C'est-à-dire qu'en GT4, c'est pire. Rapport d'hier soir, GT3, c'était 22 pages. 22 pages d'infraction au règlement et au track limit. Alors, ça, c'est un petit exemple, c'est une petite pique. Pourquoi est-ce que les classements sont amenés à changer après une course? Pour 2 raisons principales. La première, ce sont les analyses des réclamations ou des requests. Les requests, c'est une protestation du team. Une réclamation, c'est le dépôt d'une caution pour revoir et suspendre le classement. En fonction des réclamations et des requests des teams, il faut analyser tout ce qu'ils nous disent. Genre, il m'a dépassé hors au T1 à 23h04 hors track limit, donc c'est une faute, et ben on analyse. Sauf qu'il y a 61 voitures. Donc il faut analyser pratiquement une cinquantaine de cas après chaque course. Et ça peut être un track limit, un contact, une erreur dans le ravitaillement, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que les requests tombent, non, voilà, j'ai constaté que lors du ravitaillement de la numéro 12, ils ont fait une erreur là, ils n'ont pas mis le pneu là, ils n'ont pas fait ça, ils ont enlevé la masse là. Ça peut être n'importe quoi. C'est des requests par rapport au règlement. Donc, principalement par rapport au comportement des pilotes. Donc, il faut quelques dizaines de minutes, hein, même quelques grandes dizaines de minutes, pour analyser les 30 à 40 à 50 cas par course de request des teams. Ensuite, il y a les réclamations. Le team dit « je ne suis pas d'accord avec votre décision », réclamation. Ça suspend et ça prend plus de temps pour analyser. Ensuite, il y a les informations constatées pendant le direct sur les diverses images du direct qui sont analysées par les commissaires de piste et la direction de course pendant, bien sûr, en grande partie, vous ne voyez pas tout, mais en grande partie, les décisions, vous voyez bien les décisions qui tombent sur les écrans, et aussi après, parce que ça prend du temps. Ensuite de ça, il y a l'analyse des caméras embarquées. Et oui, parce que Oui, ça les donne caméras embarquées, pour l'instant, ne sont pas en direct, pas toutes. Il y a plusieurs caméras dans les voitures. Les caméras embarquées qui sont en live, qu'on peut analyser. Il y a les caméras qui ne sont pas en live, qui sont, comme le dit Laurent, sur des puces que les pilotes arrivent à manger. Et globalement, il y a une analyse des différents caméras. Et il y a plusieurs caméras dans les voitures. Donc, il y a une analyse de différentes caméras, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et, le pilote, caméra sur le pilote, caméra sur la piste, la caméra du pilote derrière, celle du pilote devant. On peut demander des dizaines de caméras pour vérifier tous les faits un par un. Ça prend du temps d'analyser les caméras embarquées. Je veux dire, un accident, il est vu par les commissaires dans la caméra, dans les voitures
impliquées par l'accident et celles qui sont derrière ou celles qui dépassent. Donc là encore, on visionne par accident, on peut visionner 3, 4, 5, 6 caméras à des moments précis. Ensuite, il y a ce que nous, on voit, ce que le client, ce que les gens ne voient pas, c'est toutes les caméras du direct. Elles tournent en permanence, les caméras du direct. Toutes. Vous voyez ce que le créateur veut vous montrer. La finalité, le on-here, comme on dit. Mais le reste, ça continue à tourner. Donc, on a plein de data. Donc, on vérifie les data direct. Ensuite, il y a la partie, voilà pour la partie purement sportive. Vous imaginez qu'il y a un moment donné, ça fait du volume, hein, c'est pas rien. Puis les pilotes se plaignent, les teams se plaignent. Et dans certaines disciplines, comme les team managers ont tendance à devenir directeurs que marketing, bah, que dès que le pilote dit quelque chose, il faut vraiment défendre ce que dit le pilote, même s'il dit des conneries. Mais ça, c'est encore autre chose. On abordera plus tard, si vous voulez. On ne va pas tout faire en même temps, parce que autrement, on va quand même faire des potes. Mais donc, globalement, aujourd'hui, il faut analyser tout ce que les équipes nous demandent d'analyser. Et ça fait beaucoup de volume. Ensuite, il y a la partie technique. Et la technique, effectivement, il y a une liaison sportive technique qui est de consister à analyser les data. C'est-à-dire que, par exemple, un équipe, ah ben oui, mais si je l'ai percuté, c'est parce qu'il a freiné plus tôt. OK, data. On vérifie s'il a vraiment freiné plus tôt. Donc tout ça, ça prend du temps. Hein. Décompiler les datas, c'est pas tiens, allez hop, j'appuie et puis je suis sur Instagram. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Et après, il y a la partie purement technique. Et bah oui, c'est l'analyse de la conformité de la voiture au règlement technique et à la BOP. La BOP spécifique, éditée. Alors, comme dit Mercier tout le temps, donc la BOP éditée, la dernière BOP éditée avant la course. Et donc là, oui, ça prend du temps parce que un contrôle technique, ça peut être simple. On contrôle un truc spécifique. Ça peut être très compliqué quand on commence à démonter les moteurs. Bon, un petit peu de temps, quoi. Démonter un V10 à l'arrière, c'est pas, ça se fait pas en 12 minutes. Hein. Et puis, il y a aussi les contrôles de pression pneumatique. Il y a plein de paramètres qui tombent. Donc, oui, ça prend du temps. Et si l'un des paramètres n'est pas conforme avec l'échelle des paramètres standards, bah, oui, il y a sanction. Voilà. Donc, tu peux te retrouver troisième. Et puis, une demi-heure après, 1 heure et demie après, bah, ta troisième place, tu l'as eu en poussant un autre. En le sortant, bah, tu l'as plus. Voilà. Il n'y a rien de mystérieux. Si les classements des différentes courses évoluent, c'est parce qu'ils doivent évoluer en fonction des fautes commises, des erreurs de gestion, des erreurs de gestion des équipes ou des erreurs de conformité au règlement technique. Il n'y a rien de mystérieux à ça. Et est-ce On que... dit, ouais, mais les contrôles techniques, vous les faites avant la course. Et alors? Ça empêche les gens de modifier les voitures pendant l'épreuve? Non, bah alors recontrôle technique. Et est-ce que vous observez aussi plus de requests des équipes qu'auparavant? Est-ce que c'est une tendance de Oui, fond? oui. Alors il faut dire que ça s'accompagne de l'évolution des structures de communication. Il y a encore, il y a 10 ans, le manager arrivait en trombe dans le direction de course en hurlant oui, vous m'avez déclassié, c'est pas normal, mon pilote dit que c'est une erreur. Là maintenant, entre les vidéos, on a des systèmes de messagerie interne live, les requests, etc. Comme la technologie permet d'être très réactif, bah oui, ça tombe plus vite. Oui, ça c'est clair. Et est-ce que c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Bah, c'est dans le sens de la compétition. On revient à la base départ, on veut tous gagner. Donc, comme on veut tous gagner, eh ben, on est de plus en plus pointilleux sur ce qui ne va pas ou ce qui nous empêche de gagner. Ce qui peut, dans notre esprit, nous empêcher de gagner. Ouais, la professionnalisation à outrance, forcément, a un petit peu démocratisé tout ça. Et tout le monde en rajoute et tout le monde en fait plus. Mais c'est le jeu. Tu veux mais être devant. Il faut être devant par tous les moyens, pas que tes performances, par la confiance des autres, et par le comportement des autres, par le comportement par rapport à la justice, à l'équité de la technique, du sportif, du règlement. Tu te bats sur tous les points. est-ce que le staff en place aussi, lui, évidemment, est-ce que ça manque pas justement de personnel pour étudier tout ça, parce que vous êtes un peu submergé un peu de demandes, mais votre staff à vous, comme les autres promoteurs, est-ce qu'il a évolué en conséquence? Ah bah, je te confirme qu'il manque des chaises. Il commence à manquer de place en race control partout. Oui, bien sûr, oui. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les informations généralistes parce que ça n'intéresse personne. Mais pour être track limit, par exemple, il y a entre 3 et 4 informaticiens
en permanence avec 4 bécanes qui sont reliées à l'AI sur un serveur et qui sont dirigées par un directeur de course dédié qui ne fait que ça. La direction de course, il y a un directeur de course qui s'appuie sur un directeur de course adjoint, un clerk of the race, des responsables qui surveillent les messageries, qui surveillent les datas qui tombent de Swiss Timing, du chronomètre-heure, qui analysent tous les paramètres. Non, je veux dire, on est quelques-uns. Là, je peux dire que là encore, les effectifs, ils augmentent d'année en année. Et tous les ans, on rajoute une personne ou deux, et des moyens, et des ordinateurs, et des radios, et des caméras, et blablabla. Je veux dire, les caméras track limit, par exemple, sur un circuit comme celui-ci, il y en a, il y a 8 caméras que pour track limit. Et après, il y a les liaisons avec les postes de commissaires qui annoncent encore le track limit. Donc, tout ça, il faut trier. Hein. Et quand vous avez en 3 heures 1078 requests, faut pas passer faut pas discuter. Hein. Il n'y a pas de temps de pause hein. Sur une gestion de course automobile. Il n'y a pas de pause. Hein. C'est pas vrai. Plus les safety cars, les leading cars, les commissaires, les pompiers, les ambulances, dépanneurs, les réparateurs de rails, les médecins. Ça fait plusieurs fois là que tu emploies le mot AI. En quoi l'intelligence artificielle vous fait aussi évoluer vous vous en servez à quel niveau? Et est-ce que vous en servez de plus en plus de par vos relations avec vos partenaires aussi, je pense, qui doivent forcément aussi vous aider là-dedans. Mais est-ce que c'est un plus pour vous? L'AI, elle est partout parce que les datas se décomptent, là, parce que tu peux pas tout faire à la main, c'est impossible. Donc l'AI, elle est partout parce qu'elle doit définir si oui ou non, il y a eu ça, il n'y a pas eu ça, quelle data est arrivée là, l'analyse du machin, la théorie, le truc. Ouais, elle est partout, oui, bien sûr. Ah, s'il n'y a pas l'informatique là, on est mort. Hein. Retourner en arrière, en ce moment, c'est impossible, c'est fini. Mais est-ce que tu penses que l'aspect humain va disparaître de certaines de ces décisions? Non, non, parce que il y a toujours un homme au bout qui prend la décision. Les track limits, par exemple, c'est l'AI qui décide si c'est dedans ou dehors. L'AI est déjà surveillée par des opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au bout du compte, c'est le cours qui définit si la track limit, la véracité. Tu as un type qui, par exemple, se fait sortir, bah, tu ne comptes pas le track limit. L'AI, elle le compte comme track limit, puisque tu as dépassé du cadre. Vous voyez, donc il y a toujours un aspect humain. L'AI est présent dans la gestion de la BOP, mais à la fin, c'est un homme qui décide si. Il y a quand même de l'intuition, il y a quand même un travail humain, il y a quand même une recherche humaine et une décision, un jugement humain à la fin. Donc non, il y aura toujours des humains. Les commissaires, par exemple, aujourd'hui, on voit que l'informatique est partout et que les postes de commissaires, maintenant, ont beaucoup de feux spécifiques qui sont commandés à distance. Mais il y a quand même un homme qui est là avec son drapeau et qui vérifie si c'est bien ou pas bien. Et l'AI, elle est là pour la BOP aussi, pour compiler les données, principalement. Ouais, des programmes spécifiques. Okay. Ah bah, parce qu'il faut, là, il y a 60, là, sur le meeting, il y a 61 données qui tombent. Tout le temps. Et que ça roule. À chaque tour. À chaque freinage. Donc, et puis plus, comme tu dis, il y a pas que l'Europe, il y a l'Asie en même temps ce week-end, etc. Enfin bon, donc c'est à gérer, quoi. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on garde quand même une part de sport dans tout ça? Je reviens à ma point de départ. Tout ça est fait pour qu'un type à la fin gagne. Donc, bien sûr qu'il y a une course permanente. Donc, oui, c'est de la compétition pure et dure. C'est même peut-être parfois trop poussé la compétition. Est-ce que ça va pas trop loin, tout ça? Bah, écoutez, quand je vois les audiences sur les réseaux sociaux, sur les médias et les influences sur les circuits, je n'ai pas l'impression, parce qu'on n'est pas en baisse. Hein, on est même carrément, et vous le savez tous ensemble, puisqu'on est tous dans la même barque. C'est plutôt en progression. Donc, non. J'ai pas l'impression qu'on se trompe, non, j'ai pas l'impression. Et en plus, je pense qu'il y a que nous que ça intéresse. Il y a sur les dizaines de milliers de spectateurs qui viennent sur les circuits, combien savent ce que c'est qu'une balance de performance et combien savent d'ailleurs qu'il y en a une. Les gens viennent voir pour des voitures de course, viennent pour voir les voitures de course, viennent pour voir un show, viennent pour voir un spectacle aussi. Bah, le show, ils l'ont. Hein. Plus la BOP elle est serrée, plus c'est chaud. Hein, je veux dire, au sens français et anglais du terme. Hein. Si l'endurance fonctionne aussi bien et si on dit « Ah, l'endurance nous procure des sentiments différents de la Formule 1, on est là, on vit la course, on voit les pilotes qui se battent, etc. » C'est parce que derrière, il y a une BOP. Hein.
m'excuse. Hein. J'ai une question totalement décorrélée de tout ça. Est-ce que toi aussi, tu fais partie des gens qui pensent que le sport auto et l'endurance profitent aussi de la bonne santé à un moment de la F1 et notamment de Drive to Survive avec le doc Netflix? Est-ce que tu penses que ça a joué aussi à ce qu'il y ait plus de gens qui viennent voir aussi des courses autres que la F1? Bonne question du docteur Mercier. Est-ce que le sport automobile s'auto-promeut, quelle que soit la discipline, ou est-ce qu'on a des tribus différentes? Non, moi je pense que la F1 est un monde à part, avec ses propres codes, ses propres fans, son propre fonctionnement. Je ne crois pas que l'interaction F1 endurance chez les fans soit extrêmement important. Évidemment, il y a toujours un socle commun, la question ne se pose pas. Mais il y a vraiment deux philosophies différentes. Et je suis d'accord avec toi pour dire que l'endurance fonctionne parce qu'il y a un GT World fort, parce qu'il y a un Le Mans extrêmement fort. Euh, euh, et tout le monde, c'est une philosophie, c'est des courses longues. Les gens qui sont peut-être plus pointus que des fans, en fait. La F1, ils sont fans de Verstappen, ils sont fans de Leclerc. Chez nous, ils sont fans de l'ensemble. Et ils ne sont pas fans que d'un pilote, ils sont fans d'une marque, d'une équipe, d'un événement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attendez, maintenant je me gourre peut-être, je suis peut-être à moitié abruti et que quelque part ce que je dis est très bête. Mais je pense que les deux se servent. Je pense qu'à la base, les deux Merci a un peu raison, même si c'est deux mondes différents, ça aide le sport automobile à rester un rêve, en fait, à rester quelque chose de positif. Je pense que plus on dénigre l'automobile en règle générale, et l'impression que j'ai, c'est que plus la passion et l'intérêt pour les marques exceptionnelles, pour les voitures exceptionnelles, pour la compétition est forte, en fait. C'est-à-dire que au quotidien, effectivement, on peut rouler en voiture électrique, mais le week-end, ce qu'on veut voir, c'est une Ferrari se tirer la bourre avec une Audi et une BM et une hypercar, etc., etc. Est-ce que le sport automobile se porte bien? Une fois encore, quand je vois vos audiences, les nôtres, c'est des croissances à deux chiffres. Hein. Et quand je vois les croissances sur les circuits, le monde qui vient sur les circuits, je pense que l'attrait de l'automobile sportive, de la compétition, la fameuse compétition dont on a parlé pendant une demi-heure, pendant une heure, puisqu'on a changé elle est intacte. Il y a une envie, il y a une motivation, une volonté, les gens vibrent, les gens frissonnent. Nous, on le voit au Mans. Le Mans, c'est la Mecque. On le voit à Spa, c'est la deuxième Mecque du GT. Non, bien sûr, je pense que si ta question, c'est est-ce que on se porte bien? On s'est porté plus mal. Je pense qu'on continue à progresser, ce qui est quand même fou dans le monde actuel. Est-ce qu'il y a deux mondes? Oui, il y a un monde F1, un monde endurance, mais ça n'empêche pas un socle commun d'aimer l'automobile. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que vous avez vu une hausse quand Valentino Rossi est venu au début, la première saison? Est-ce que vous avez eu un pic aussi d'augmentation, une augmentation? Oui, on a eu un pic d'augmentation sur Valentino Rossi, oui, bien sûr. Et Parce qu'il est venu avec ses fans. Il est venu avec ses fans qui sont devenus après des fans de GT. Ouais. Tu vois, mais qui c'est, oui. Et est-ce que par rapport au GT4 Europe cette année, est-ce que vous voyez un pic par rapport à Ajit Kumar aussi? Oui, sur le marché indien, évidemment. Donc tout ça, ça fait monter, ça fait de nouveaux abonnés, ça fait de nouveaux gens qui s'y intéressent. Alors, si vous regardez bien, puisque vous avez l'habitude des réseaux sociaux, si vous regardez bien les réactions qu'on a sur les 24 heures de Spa, tu sens beaucoup de gens qui viennent voir ce qui se passe. Tiens, j'ai vu ça en promo. Tiens, mon ami a parlé de ça. Tiens, j'ai lu ça. Je vais aller voir. Et les gens qui sont là, ils disent quelle expérience on a eue. Et Le Mans, c'est pareil. Et c'est pareil ailleurs. Les gens ont waouh. Parce que c'est pas une course, c'est justement une expérience. Exactement. Avec un concert, avec des animations. Exactement. On augmente parce qu'on renouvelle à la fois ceux qui sont passionnés, qui nous comprennent, qui nous écoutent. Et puis, il y a ceux qui découvrent et qui disent mais c'est un fabuleux spectacle en fait. C'est au-delà du sport automobile, c'est une ambiance, c'est une proximité. Ici, nous, vous savez bien que notre devise numéro 1, c'est la proximité. Et on est pas au début septembre. On commence déjà le travail sur les 24 heures de Spa 2026. Dès le lendemain. Commencer dès la semaine des 24 heures, je te rassure. Là, maintenant, on s'est dit, ah tiens, là, on s'est merdé. Tiens, là, on aurait pu mieux faire. Tiens, là, ça va pas. Tiens, là, il y a un truc à faire. Tiens, là, il y a une demande. On suit beaucoup ce que les réseaux sociaux nous. Oui, parce que c'est une source d'information inépuisable, les réseaux sociaux. Donc, tu sens ce qui se passe, tu sens le type pas content, le type content. Tu sens qu'il y a un truc à appuyer là, etc. Donc, c'est un travail permanent. Oui, là, on y travaille, là, activement, mais pas seulement sur Spa. Spa, c'est le vaisseau amiral de la flotte.
Mais globalement, on travaille sur tout. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde travaille tout le temps. Il n'y a pas que SRO. Tout le monde travaille tout le temps sur ses opérations, pendant l'opération, après l'opération. Là, on a déjà commencé à travailler sur le Nürburgring l'année prochaine. Vous voyez. Ah, mais je vous rassure, hein, quand ça marche pas, et je parle pour pratiquement tout le monde, hein, je parle pas que pour la CO, que la SRO. La CO, c'est pareil. Quand il y a un truc qui va pas, on prend mal, hein. C'est-à-dire une bob pas bonne, une mission sportive difficile, un contrôle technique après course qui tourne mal et qui fait que ça fait une dérogation, une élimination, on ne le prend pas bien, hein, c'est pas un plaisir. Hein. Vous êtes amené à, de temps en temps, je sais pas, des excuses aux constructeurs, ou je sais pas si vous êtes planté sur quelque chose, vous êtes amené à dire, bon, bah là, mais à coup pas, on s'est planté. Désolé, on s'est planté, comme tout le monde peut se planter. Il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de l'humain. C'est pas que de l'IA. Là, c'est pas l'ordinateur que tu peux Ça nous arrive de nous excuser. Vous pouvez vous planter. Tout le monde peut se planter. Ah oui, ça nous arrive de faire des erreurs de gestion, d'interprétation. Oui, ça m'arrive. Alors, c'est pas courant, je ne vous le cache pas, parce que les moyens engagés, humains et techniques, comme on vient de l'évoquer tous ensemble pendant une heure, sont importants. Donc, les erreurs sont minimisées, mais ça nous arrive encore d'en faire. Donc, oui, on s'excuse auprès des équipes, auprès des pilotes. Pas forcément, d'ailleurs, pour la partie course, hein. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs de gestion dans le paddock, dans le speed, dans la réception, dans l'image, dans la communication. Ouais, ça nous arrive. Oui. On arrive au terme de cette interrogation de rentrée avec Laurent Gaudin, le manager général des CrowdStrike 24 heures de Spa, qui nous a fait le plaisir donc de répondre à certaines interrogations de vous les auditeurs sur plusieurs sujets. On espère que ce format vous a plu et on vous donne rendez-vous nous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Merci Laurent pour vos interventions depuis le Nürburgring. À bientôt. Merci. Au revoir.